Bonjour à tous et merci de m'avoir invité à cette table ronde sur le tourisme puisque je représente l'agence départementale du tourisme, donc un organe du conseil départemental. Le cheval, un animal pas comme les autres, oui, ce n'est pas un animal domestique, mais c'est un animal qui peut servir à la médiation, c'est-à-dire un outil qui permet la rencontre de l'homme ou du cheval, bien entendu, mais aussi des territoires. Le cheval est vraiment un outil, ou en tout cas un animal qui répond aux tendances du tourisme d'aujourd'hui. Le tourisme d'aujourd'hui, en 4 mots, c'est nature, lenteur, on dit parfois dans notre jargon le slow tourisme, découverte, expérience. Or, le cheval permet, avec la personne, son cavalier, de pérégriner tout au long de chemins en prenant un peu son temps, en découvrant des paysages qu'il ne verrait pas autrement, en s'arrêtant à des endroits de patrimoine architectural, patrimoine naturel, etc. Donc vraiment, le cheval permet cette itinérance dont les gens ont besoin aujourd'hui. Et tout à l'heure, Monsieur Touron disait qu'on avait réussi la Loire à vélo, un long chemin d'itinérance reconnu. Il nous faut donc réussir également l'itinérance à cheval. C'est un vrai défi pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est plutôt récent. Avant, c'était un peu, oui, voilà, le cavalier sauvage tout seul. Maintenant, il y a une vraie envie de faire ça en groupe, en famille ou entre amis, mais en tout cas de ne pas le faire systématiquement en solitaire. Et donc, pour réussir cette itinérance, il y a certes la route d'Artagnan, il y a d'autres routes qui s'ouvrent ici en Maine-et-Loire. On est vraiment une terre de cheval. On a certes, évidemment, l'École nationale d'équitation. Je rappellerai, personne ne l'a souligné, le parc départemental de l'Île-Briand, qui est aussi un très grand parc favorisant le développement du cheval. On a une course de renommée mondiale, le Mondial du Lion. On a un salon du cheval qui se déroule à Angers au mois de novembre. Donc vraiment, le cheval ici ne devrait pas être oublié. Pour faire de l'itinérance à cheval, il faut des routes et il faut aussi des infrastructures, c'est-à-dire des accueils, des hébergements, des lieux pour poser son cheval. Et c'est toute la difficulté, c'est qu'il faut allier à la fois le développement de routes et le développement de services. Et évidemment, après, il faut promouvoir tout cela et c'est bien le rôle des offices de tourisme et de l'agence départementale. Mais nous constatons que la question du développement de l'itinérance est une vraie difficulté. C'est une difficulté parce que ça nécessite l'investissement de partenaires privés pour avoir l'accueil, mais aussi l'investissement de collectivités pour avoir ces chemins. Et ça, c'est compliqué parce qu'un certain nombre de collectivités n'ont pas encore pris en compte l'enjeu que pouvait représenter l'itinérance à cheval sur leur territoire. Et ensuite, pour développer ces routes, il faut aussi que ce soit des routes qui soient reconnues de haute qualité. Et nous, en Anjou, nous travaillons avec un partenaire que nous estimons précieux, indispensable, c'est le comité régional du tourisme équestre. Et Madame Boutet est présente. Et vraiment, avec eux, nous pouvons certifier la qualité des chemins. Et ça, aujourd'hui, c'est une exigence des touristes qui demandent toujours plus de qualité. Le département, quant à lui, est très conscient de la nécessité de développer ce tourisme équestre comme une vraie filière ici en Anjou. Et dans son nouveau schéma départemental de développement touristique, a prévu non seulement d'aider le développement de la route d'Artagnan, mais d'aider aussi les collectivités pour l'entretien des chemins ruraux
qui permettent d'en faire des voies équestres, permettre aussi l'aide à la création de structures d'hébergement. Voilà, donc c'est une petite aide qui doit être complétée par d'autres, mais c'est déjà une aide qui sert d'effet de levier si l'on veut que demain, le tourisme équestre soit un tourisme reconnu au même titre que le tourisme à vélo ou un autre type de tourisme. Surtout qu'ici, on a tout pour le faire. On aura bientôt, on l'espère, à la fin 2022, plus de 300 km de voies équestres, d'une part pour la route d'Artagnan et d'autre part pour d'autres boucles qui se développent. J'insiste sur la question de la route d'Artagnan. C'est vrai, c'est une route européenne, c'est toute son importance, c'est une route culturelle, naturelle, mais c'est aussi une route qui constitue une colonne vertébrale qui, dans chaque territoire traversé, permettra de s'appuyer sur elle, justement pour constituer des boucles et permettre un petit peu le tourisme en Marguerite. Voilà, donc on œuvre, nous, au niveau du département, vraiment pour le développement des voies équestres et ensuite, bien entendu, de leur promotion au niveau national et international. Merci madame d'avoir tenu les délais. Vous aviez même 2 minutes de plus à votre disposition, mais ce sera pour répondre à d'éventuelles questions. Alors, on va quitter on va quitter l'Anjou et la France pour sillonner le monde. Et j'ai demandé à mon ami Stefan Schaumann, qui est ici présent, qui a publié récemment un livre en Allemagne dans lequel il propose un tour du monde du cheval. Son livre en allemand a un très joli titre qui s'appelle « Le bonheur sur Terre ». Mais enfin, l'éditeur français a trouvé que ce n'était pas assez clair et a intitulé son livre « Autour du monde à cheval ». Voilà. Bon, d'ailleurs, je vous le recommande. Et Stéphane, si tu veux bien venir à la tribune. Encore une fois, il habite Berlin, il est allemand. Ça fait beaucoup de défauts, mais enfin, il a une qualité. Il parle français. Voilà, merci. Merci Jean-Louis. Oui, bonjour à tous. J'aimerais aussi parler un peu de la randonnée à cheval comme exemple pour le tourisme doux, sous un titre peut-être un peu provocant, Adieu à l'asphalte. De toutes les utilisations du cheval, la randonnée équestre conforme le mieux aux besoins des animaux, parcourir les steppes. Mais elle conforme aussi le mieux à la nature de l'homme, parcourir les savanes. Depuis les temps préhistoriques, nous vagabondons. La vie sédentaire n'est qu'une maladie de civilisation passagère. La randonnée équestre peut être considérée comme une symbiose pour rendre les deux espèces, l'homme et le cheval, heureuses. C'est inutile de vous dire que la randonnée équestre, de même que le trekking avec les chevaux et des mulets, possède un grand potentiel touristique, économique, culturel et thérapeutique. Et quand je dis thérapeutique, je ne parle pas seulement de l'équitation pour les handicapés, parce que nous sommes tous handicapés, nous sommes tous coupés de nos rythmes de vie naturels. Et Jean Legros, il en parle dans son formidable essai « Le cheval, c'est l'avenir ». Donc, on a beaucoup des facettes, beaucoup des dimensions, et j'ai seulement le temps de choisir pour aujourd'hui, une facette pour aujourd'hui, et ce sont les chemins. Il semble aussi évident que nous n'y pensons que rarement. C'est quelque chose d'élémentaire, mais aussi fondamental. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'Europe était traversée par un réseau fin de chemins et de routes. Certains d'entre eux sont utilisés depuis la fin de la période glaciaire et d'autres au moins depuis l'époque romaine. Avec le triomphe du chemin de fer, de l'automobile et de l'infrastructure, ils sont détériorés. Mais certaines régions montagneuses, comme les Alpes, les Balkans ou les Pyrénées,
les ont encore conservés, notamment les sentiers pour les animaux de bas. Ce petit chemin et sentier, ce sont des monuments de la mobilité. Et la meilleure façon de les préserver est de les utiliser. Et dans mon livre, je parle de tels voyages, par exemple en Albanie, en Tyrol du Sud ou dans les Vosges. Lorsque nous entreprenons des grandes randonnées, et donc ça veut dire des excursions de plusieurs jours au moins, ou peut-être même de plusieurs semaines, nous choisissons intuitivement de tels chemins. Pas tellement par tradition, sauf dans le cas de certains classiques comme le chemin de Saint-Jacques, mais parce qu'ils sont beaucoup plus agréables pour les sabots, mais aussi pour nos postérieurs. J'espère que c'est le terme propre pour le part le plus important de notre corps. Mais aussi pour les yeux et les oreilles. Certes, on peut aussi chevaucher sur l'asphalte et parfois on ne peut éviter d'utiliser quelques petits passages asphaltés pendant la randonnée. Mais pour les oreilles, c'est une torture. En revanche, une chevauchée sur un chemin de terre produit un son élastique, dynamique et variable. Même sur des pavés, donc c'est également un fondament dur, le son des sabots est totalement différent. Sur l'asphalte, ce n'est que du bruit. Tandis que sur les pavés, c'est de la musique, c'est la percussion. Et ce sont aussi ces qualités acoustiques et rythmiques qui rendent les randonnées équestres qui sont part de la qualité thérapeutique dont j'ai parlé. Protéger ce patrimoine, les vieux sentiers, est donc important pour pratiquer la randonnée à cheval. Comme les chevaux, les chemins nous racontent des histoires. Par exemple, en Islande, nous avons fait des chemins qui se trouvent déjà dans les sagas de l'Islande. Donc, on est dans le cœur de la culture ou de la littérature régionale. Comme les chevaux, les chemins nous racontent des histoires, mais aussi comme les chevaux, les chemins sont internationaux. Tout simplement parce qu'ils sont beaucoup plus anciens que toutes les nations et toutes les frontières. Un chemin est le contraire d'une frontière. En Suisse, il y a une chose formidable, un inventaire national des chemins historiques. Ça s'appelle Via Storia et il possède une grande valeur culturelle et touristique. Et maintenant, en Autriche, on est en train de commencer un projet pareil. Parallèlement, ces dernières années, de plus en plus de schémas équestres de longue distance ont été dessinés. On a déjà parlé de la route d'Artagnan. Il y a d'autres exemples. Il y a une grande route équestre de Lübeck à Stettin, ou le circuit Peaks of the Balkans. Et j'ai fait le Peaks of the Balkans, donc je parle aussi sur ça dans mon livre. Ce sont des corridors romantiques et ces corridors nous offrent la fascination du voyage et ils relient l'Europe. Donc mon message pour aujourd'hui, c'est dites adieu à l'asphalte, mais respectez, non, aimez les chemins, parce que ce sont eux les vrais Européens. Merci. Voilà le livre de Stéphane, publié en français aux éditions de La Chaunis, Récit d'un cavalier voyageur. Et comme vous le voyez, en bon allemand, c'est un poète. Hein. Alors, Stéphane vient de publier aussi en Allemagne et en allemand un gros livre qui est presque un roman sur le cheval de Przewalski, ce cheval
dit sauvages qui en vérité ne l'est pas, mais enfin, pour tout savoir, mais c'est en allemand, le livre de Jour. Attendez. Voilà. Bon, je voudrais donner la parole maintenant à Monsieur Paul Kahn, dont vous allez apprécier l'élégance. Monsieur Kahn est secrétaire général de la Fédération européenne et méditerranéenne des courses hippiques depuis 2012, membre du conseil exécutif de la Fédération internationale des horse racing, et qui est le principal organisme mondial de course de pur sang. Il représente la British Horse Racing Authority au sein de son comité consultatif technique dont il est le vice-président. Thank you, Jean-Louis. Merci beaucoup, Jean-Louis. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici. C'est Kemal Atatürk, le leader turc magnifique d'il y a une centaine d'années, qui est encore révéré aujourd'hui, qui a affirmé que la course à cheval, c'est un besoin social pour les sociétés modernes. Il a bien parlé d'un besoin social. Un besoin social, c'est une sacrée hypothèse, et j'aimerais essayer de comprendre pourquoi il a affirmé ces termes et pourquoi il a peut-être raison. Il y a quelque chose de très primaire autour du concept de faire la course à cheval. Les êtres humains ont toujours testé afin de savoir si mon cheval est plus rapide que votre cheval, et ce depuis des millénaires. Il y a des preuves de course à cheval dans ce qui est aujourd'hui le Kazakhstan, et ces preuves remontent à 4000 ans avant Jésus-Christ. Et à 600 ans avant Jésus-Christ, eh bien, les courses à cheval faisaient partie des Jeux olympiques. Aujourd'hui, la course hippique, c'est une entreprise majeure. Pourquoi? Parce que probablement il s'agit de l'entreprise équine la plus professionnalisée. Les formations, les jockeys, les agents des jockeys, etc. Et c'est aussi dû au lien unique qui existe aussi avec les paris. Donc il y a véritablement, juste après le fait de dire « mon cheval est plus rapide que le tien », le deuxième instinct, c'est de dire « moi je parie que je sais qui va gagner cette course ». Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de paris qui sont faits dans certaines des nations qui sont les plus riches en matière de course hippique dans le monde, mais dans la majorité des lieux, y compris en Europe, la course hippique et les paris sont inséparables. Récemment, nous avons estimé que les répercussions économiques de la course hippique à elle toute seule en Europe dépassent 21 milliards d'euros par an. Et il faut entre 5 et 7 chevaux pour créer un emploi à part entière et dans l'industrie de manière générale, mais en course hippique, c'est un emploi pour chaque cheval en formation. Et si l'on prend en compte tous les emplois indirects ou associés, comme par exemple dans le monde du pari, ça peut représenter 4 à 5 emplois pour chaque cheval en entraînement. Concentrons-nous uniquement sur les chiffres. Ou plutôt, si on se concentre uniquement sur les chiffres, je pense que nous passons à côté de la signification culturelle de la course hippique, la raison pour laquelle Atatürk en a parlé comme d'un besoin social. La semaine avant, ou plutôt il y a 2 semaines, j'ai passé toute la semaine à Cheltenham, dans les West Midlands. Pour moi, c'est vraiment la rencontre de course hippique la plus importante du monde. C'est la plus grande rencontre de course hippique de la planète, et sur 4 jours, environ 300 000 personnes participent. Toutes les courses sont diffusées à la télévision. Les courses les plus importantes vont sur les journaux télévisés, et on parle de Cheltenham partout. Et pour la communauté qui vit dans cette ville relativement endormie de Cheltenham, cette période est véritablement un moment qui change la donne.
C'est un peu comme Ascot, c'est le même genre de choses. Mais ça ne se vérifie pas uniquement dans des pays où l'industrie de la course hippique est importante, comme en France, au Royaume-Uni ou en Irlande, mais il y a des exemples de ces événements autour de la course hippique qui créent le tissu de la société. Je me rappelle par exemple de la première rencontre internationale à laquelle j'avais participé, c'était en Belgique. Alors c'est vrai que la Belgique n'a pas forcément beaucoup de courses hippiques, mais il y a Vergen, qui est une très belle petite ville flamande, et il y a une course hippique un jour par an. Et à ce moment-là, il y a la course d'obstacles la plus importante, donc c'est un steeplechase, le grand steeplechase de Flandre. Et à ce moment-là, eh bien, il y a véritablement des blocages qui ont été mis en place dans toutes les routes. Tous les magasins ont fermé parce que tout le monde ce jour-là va à la course hippique. Mais je pense que la signification culturelle de la course hippique, elle va bien plus loin. Moi, je suis convaincue qu'il s'agit d'un effort qui permet de nous unifier, qui transcende les différences culturelles ou religieuses, et c'est véritablement un symbole de normalité. Je vais vous donner deux exemples. Tout d'abord, un exemple qui nous vient du Liban. Le Liban, c'est un pays avec une diversité religieuse particulièrement importante, puisqu'il y a 18 groupes religieux reconnus, chacun avec leur propre législation en matière de droit familial et avec leurs tribunaux religieux. Depuis l'indépendance, en 1943, le pacte national garantit que tous ces groupes disposent d'une représentation dans les couloirs du pouvoir. Néanmoins, pendant 15 ans, entre 1975 et 1990, le pays a été frappé par une guerre civile atroce. Et une ligne verte s'est développée à Beyrouth, la capitale, en séparant l'Est chrétien de l'Ouest qui était musulman. Et ce qu'il y avait juste sur cette ligne verte, c'était justement l'hippodrome. 2 années après le début de la guerre, il a été décidé de remettre en place les courses hippiques. 12 000 personnes, de manière complètement défiante, se sont présentées. Et à partir de ce moment-là, pendant plusieurs années, plutôt que l'hippodrome devienne une zone où personne n'allait, eh bien, l'hippodrome est devenu le seul lieu où les personnes venant des deux côtés de la ligne verte étaient à même de se retrouver unies dans leur amour pour la course hippique. Et c'est devenu un véritable symbole, un symbole de l'unité nationale, mais aussi un symbole pacifique, de la coexistence pacifique entre les chrétiens et les musulmans. Il y a une vidéo sur YouTube qui a été préparée par les Allemands qui s'appelle « Stories from No Man's Land ». Et à un moment donné, on parle de l'histoire d'un ancien combattant dont le chef, en début de guerre, avait demandé de déposer une bombe sur l'hippodrome. Donc il s'est rendu sur l'hippodrome. Il n'était jamais allé à une course hippique auparavant. Et il dit, soudainement, tout le monde s'est levé, les musulmans, les chrétiens, tous ensemble. Et ils ont commencé à lever les bras et à crier. Et moi, j'avais vraiment une difficulté à comprendre parce que ce que je voyais, c'était des gens simples, des musulmans et des chrétiens ensemble. Il a donc refusé de mener à bien cette mission et la bombe n'a jamais été déposée sur l'hippodrome. Et pendant plusieurs années, la course hippique a continué d'être organisée. Et sur demande du président, les courses hippiques se sont aussi déroulées pendant les pires combats de la guerre civile. Et les explosions et les bombardements cessaient pendant la course et reprenaient quand la course était terminée. Et l'hippodrome n'a jamais été frappé de bombardements et a même été utilisé pour des négociations de paix. En 1992, il y a eu une destruction des tribunes qui ont été reconstruites juste après la guerre. Mais le fait que la guerre ait été terminée, cela ne signifiait pas qu'il n'y avait plus de menaces qui pesaient sur l'hippodrome. En effet, les autorités civiles souhaitaient utiliser sa localisation parfaite en plein cœur de Beyrouth et l'utiliser pour construire un nouveau palais présidentiel. Mais il y a eu une campagne concertée pour sauver l'hippodrome avec un soutien public particulièrement important. Les Français, par exemple, ont joué un rôle essentiel pour sauver l'hippodrome. Même Jacques Chirac s'est impliqué sans aucun doute parce que lui-même a prêché l'aspect symbolique et les propriétés de guérison de la course hippique. Et mon dernier exemple, c'est la Libye. La Libye, vous vous rappelez peut-être qu'il y a eu des difficultés majeures, puis une guerre civile après
la disparition de Kadhafi, mais malgré le chaos, malgré le conflit, la course hippique est restée en plein essor dans le pays. Il semblerait que dès qu'il y a une opportunité qui se présente, eh bien, tout de suite, des courses hippiques ont à nouveau été organisées. Elles attiraient des foules. Et ce qui était remarquable, c'est que cette année, la Libye va organiser une des courses hippiques les plus dotées en Europe. C'est la Libya World Cup qui va avoir lieu à Tripoli au mois de décembre et qui représentera presque 1 million d'euros financés à travers un soutien gouvernemental. Et je suis intimement convaincue que la raison derrière tout cela, c'est que la course hippique, c'est un symbole de normalité et il semblerait aussi que ce soit considéré ainsi par les administrations éclairées. Parfois, j'ai tendance à le comparer avec les fleurs du désert qui, après des années d'inactivité, dès qu'il y a une petite goutte de pluie qui descend, eh bien, ces fleurs du désert fleurissent à nouveau. Et je formule le vœu très sincèrement qu'une fois que les horreurs qui se vérifient en Ukraine seront derrière nous, eh bien, j'espère que la course hippique dans ce pays reprendra du poil de la bête également. J'espère parce que, comme l'a dit Atatürk, la course hippique est un besoin social. Je vous remercie. Bravo, bravo, merci beaucoup. Magnifique illustration. Cher monsieur, c'est à vous, c'est votre tour. Monsieur Jaroslav Müller, qui est président des courses du principal et du plus ancien hippodrome de Tchéquie, avec, me dit la notice, une tradition de steeplechase de plus de 150 ans. Monsieur Jaroslav Müller représente également Euro-Equus, le réseau des livres de cheval en Europe, auquel Saumur a adhéré en 2021. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. En premier lieu, permettez-moi de dire que je suis ravie d'être ici aujourd'hui dans cet endroit magnifique, en excellente compagnie. C'est un véritable honneur en ce qui me concerne. Aujourd'hui, je représente la ville de Pardubice, qui est aussi connue comme la ville du cheval. Je représente aussi l'hippodrome de Pardubice, où il y a le steeplechase qui est organisé depuis 1874. Et ça aussi, c'est un événement particulièrement intéressant et je vous invite à vous y rendre. Ce que je souhaiterais dire aujourd'hui, c'est que nous avons eu l'occasion d'entendre des présentations très intéressantes et sophistiquées de la part de mes collègues. Nous avons beaucoup entendu parler des différents types de races de chevaux, des différents types de chevaux, des règles en matière vétérinaire, de leur impact économique, entre autres. Mais pour moi, ce qui est le plus important en ce 21e siècle, c'est le bien-être du cheval. C'est véritablement un sujet qui a été réitéré, répété à nombre de reprises aujourd'hui et je crois que c'est une excellente chose, notamment en ce qui me concerne, moi qui suis responsable d'un hippodrome à Pardubice. Lorsque je parle d'un hippodrome à Pardubice qui fait du steeplechase et du cross-country, eh bien, je crois que c'est d'autant plus important. Et à mon sens, c'est notre devoir de nous assurer que nous ayons des conditions sûres et confortables pour l'ensemble des chevaux en compétition partout dans le monde. Et d'ailleurs, c'est notre tâche pour la saison à venir et pour les années à venir. Comme nous le savons toutes et tous, au cours des 2 dernières années, nous avons traversé une période particulièrement difficile, étant donné que la pandémie de Covid-19 s'est vérifiée. Je ne souhaite pas aujourd'hui évoquer les répercussions négatives sur les organisateurs. Nous savons que nombre d'événements ont dû être annulés. Nous savons que nous avons organisé des courses hippiques sans public. J'espère que ce sera derrière nous très bientôt et j'espère que nous pourrons nous concentrer sur la nouvelle saison qui, je l'espère, se déroulera dans des conditions normales. Il y a également d'autres répercussions de la Covid-19 et je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, la situation en République tchèque a été fort influencée par la pandémie de Covid-19. Il est évident que la popularité des chevaux de manière générale et des activités équestres
n'a eu de cesse d'augmenter en période de Covid. La même chose s'applique à d'autres statistiques, comme par exemple le nombre de compétitions équestres et le nombre de licences émises. Le sport équestre est devenu aussi une partie permanente de la couverture à la télévision, ce qui n'était pas le cas auparavant. La République tchèque est revenue aux Jeux olympiques avec une équipe complète après 85 ans, ce qui était une excellente nouvelle. Maintenant, en ce qui concerne la situation autour de la course hippique, et une nouvelle fois, je pense au steeplechase et au cross-country, la situation est la suivante. Eh bien, je dirais que la situation est un petit peu plus compliquée parce que ces opérations coûtent très cher. Les courses ont quelque peu stagné et notre élevage n'est pas en mesure d'être en compétition avec l'élevage traditionnel au Royaume-Uni et en France. Les courses de steeplechase traditionnelles qui sont organisées depuis 1874 à Pardubice demeurent un événement particulièrement populaire et prestigieux. Mais il y a d'autres organisateurs de steeplechase qui, du coup, souhaitent promouvoir également leurs activités parce qu'ils s'inspirent de ce qui se passe à Pardubice. Il y a une autre information importante pour nous. Pendant les journées difficiles, nous avons vu dans les statistiques qu'à la télévision, nous avions 2,5 millions de personnes qui ont été spectateurs du steeplechase et ces 2,5 millions de spectateurs venaient seulement de la République tchèque. J'espère sincèrement que nous aurons la possibilité d'inviter toutes ces personnes cette année à notre hippodrome de Pardubice. Et étant donné que je sais que vous n'avez pas la possibilité de regarder à la télévision cet hippodrome, sachez que l'invitation vous est étendue et je serai plus qu'heureux de vous accueillir à Pardubice. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Nous acceptons volontiers cette invitation. Et pour finir en beauté, à Versailles, qui donc, comme je le soulignais tout à l'heure, sera la capitale mondiale du cheval pour les prochains Jeux olympiques. Je vais céder la parole à mon ami Thierry Gosseron, qui est qui est compétent pour vous parler non seulement parce qu'il est administrateur général du château de Versailles, mais également parce qu'il est lui-même éleveur de chevaux. Son rêve, d'ailleurs, c'est de participer aux Jeux olympiques, mais je crois que c'est un peu tard pour s'y mettre. En tout cas, ceux-là. Mais bon, mon cher Thierry... Tu restes ici ? Merci, Jean-Louis. Merci à Alain, Jean-Roch, Florence, Claire pour cette invitation, cette organisation parfaite, à part la température. Donc je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Moi, je suis très content d'être ici. Juste une petite information. L'École nationale d'équitation à laquelle nous nous trouvons, en fait, en 1793, donc juste après le début de la Révolution et sous la Terreur, il y a un ancien écuyer de la grande écurie de Versailles qui s'appelait Labigne de Villeneuve, qui avait changé de nom, il s'appelait le ci-devant citoyen Labigne, avait proposé au comité de salut public de créer l'école d'équitation nationale. Et on a encore le courrier qu'il a adressé, il n'a pas eu de réponse. Mais ça veut dire que voilà, l'histoire repasse un peu les plats et que ce qui a été créé en 1972, les idées étaient déjà plus anciennes. Je voulais juste en quelques mots vous essayer d'intervenir sur l'agriculture, le sport, la culture pour parler du cheval qui est un animal à la fois culturel, on en a parlé déjà tout à l'heure. Donc peut-être plutôt répondre à la question pourquoi les Jeux olympiques à Versailles, en faisant un tout petit tour par l'histoire de Versailles et peut-être aussi par le bien-être animal qui est la condition de réussite de ces Jeux olympiques. Il n'y a pas que la partie sportive. Alors juste un tout petit mot sur les Jeux olympiques, ce que je vois François Lucas qui est ici. Quand Paris a présenté sa candidature aux Jeux, il y avait comme monument important la Tour Eiffel et pas encore le Grand Palais. Et c'est une idée de François. On s'était dit pourquoi pas pour cette candidature embellir la candidature parisienne par une ville provinciale à 18 km de Paris, mais qui a un lieu qui dans le monde a une résonance incroyable. Et du coup, sans demander la permission à personne, ni au ministère, ni à la mairie, parce qu'il y a un adage aussi, il vaut mieux savoir demander pardon que la permission. Donc il vaut mieux tenter de faire quelque chose. Voilà. Donc c'est ce qu'on a fait avec François. Maintenant, tout le monde est très heureux de cette initiative, même la Fédération française, même Chantilly, même Fontainebleau.
Mais au début, c'était peut-être un peu risqué et ça n'a peut-être pas contribué, mais ça embellissait la corbeille de la mariée dans la candidature contre Los Angeles et d'autres villes. Mais alors pourquoi Versailles? Parce qu'au fond, on ne pouvait pas choisir un autre sport. On n'aurait pas pu faire du javelot qui n'avait aucun sens historique. Il fallait quelque chose qui ne soit pas hors sol, qui soit acceptable. Et au fond, beaucoup de choses à Versailles ont été reprises. Les sols ne sont plus forcément les mêmes. Les parquets Versailles datent plutôt des années 80. Il y a beaucoup de choses qui ont été... Mais les choses qui restent encore, c'est peut-être le ciel et les nuages qui passent au-dessus du château, qui seront peut-être les mêmes que 18e. Et puis les chevaux, parce que Versailles était alors pas la capitale, il y a trop de capitales, mais une ville de cheval. Et à cette époque-là, Colbert, dont on déboulonne les statues, a quand même inventé le haras royal en 1665, près de Saint-Léger en Yvelines, pas très loin de Versailles. Et puis quelques années plus tard, en constatant que l'herbe n'était pas aussi verte qu'en Normandie, il y a eu un déménagement, comme vous le savez tous, au haras du Pin. J'avais vu Muriel Meneux tout à l'heure ici. Haras du Pin qui a été voulu par Louis XIV, mais qui a été inauguré par Louis XV, puisqu'il a été ouvert en 1715, date de la mort de Louis XIV. Et ce Haras du Pin qu'on appelle le Versailles du cheval, on espère un jour que ça ne soit plus son nom d'ailleurs, parce que ça voudra dire que le Haras du Pin est aussi connu ou plus connu que Versailles, et ça sera le signe d'une vraie force. Donc il y a eu ces premières tentatives d'élevage, parce que Louis XIII déjà, Louis XIV aussi achetait ses chevaux à l'étranger. 2/3 des chevaux étaient français, turcs, barbes, arabes. Il n'y avait pas beaucoup d'élevage français, on dépensait beaucoup d'argent, la balance commerciale n'était pas excédentaire, il fallait donc faire revenir des poulinières pour constituer des bonnes cavaleries pour la chasse, pour l'attelage, pour le carrousel, pour la guerre aussi, pour l'éducation, pour la promenade. Et c'est assez amusant de regarder, quand je me suis un tout petit peu plongé dans l'histoire de Versailles, de voir que tout ce qu'on refait aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui, au fond, était déjà assez marqué à l'époque. Aujourd'hui, on a réinventé la permaculture, c'était la façon dont on faisait des potagers avant d'avoir inventé l'agriculture avec la chimie de synthèse. Même chose pour l'équitation, le bien-être animal. Quand on regarde un peu les traités de Garceau, tous les grands traités d'équitation, il y a toujours une partie sur, là on parle bien-être, mais la considération du cheval. On parlait, pour être le capitaine général des haras, qui s'appelait, il y en a eu plusieurs, mais un qui s'appelait Garceau, qui était assez génial, disait pour être un bon éleveur, un bon écuyer, il faut être amoureux et aimer les chevaux. Ça ne fait pas très rationnel, ce n'est pas un critère essentiel. Dans la tradition française d'équitation, il y a beaucoup d'exigences, beaucoup de contraintes, mais il y avait aussi cette notion amoureuse du cheval, et je trouvais ça très intéressant de voir que tout le monde appréciait ce genre de relation à l'animal. Après, à Versailles, il y a eu des tas de choses. Aujourd'hui, on est arrivé à essayer de réintroduire un peu le cheval à Versailles. Alors bien sûr, il est présent dans les arts, sur toutes les peintures, dans tous les tableaux. On imagine mal un président de la République se faire représenter sur un cheval aujourd'hui. Avant, c'était rien d'incongru, même naturel, sur des selles piquées comme celles qu'on peut trouver ici au cadre noir, donc sans étrier, parce qu'avec étrier, c'était moins noble. Mais ça permettait à la fois au roi de dominer. C'était un cheval de guerre, mais aussi un cheval de dressage. Ça montrait qu'il savait tout faire. Et c'était les meilleurs tableaux. Le plus connu, c'est celui de Mignard à la bataille de Maastricht, où on voit Louis XIV sur un cheval qui est sans doute la plus belle illustration équestre, où on a vraiment une union entre l'homme et l'animal. On reparle de cette union, de la relation de l'homme et l'animal, et au fond, dans ce siècle, il y avait plein de défauts. Il y avait aussi cette relation animale qui est formidable, et dont je pense qu'on peut tirer encore beaucoup de leçons. Donc on a fait revenir l'animal à Versailles, alors pas seulement dans les peintures et dans la sculpture, mais aussi en vrai. Alors avec Bartabas et l'Académie du spectacle équestre que vous connaissez, qui représente aussi une dimension de l'équitation de tradition française, mais avec des balades aussi, avec un musée des carrosses qui est gratuit, qui ouvre tous les jours. Il y a 260 000 visiteurs par an. Sur les 8 millions de visiteurs qui passent, ça ne fait pas beaucoup, mais 260 000, s'il était isolé un peu plus loin de Paris, ce serait formidable. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent jusqu'aux Jeux Olympiques. Jeux Olympiques en 2024. Pour la partie équestre, hein, évidemment, pour reprendre un peu l'esprit de Coubertin des Olympiades culturelles. Et nous, on va faire une grande expo sur le cheval dans l'art, depuis les peintures rupestres jusqu'aux chevaux de Mauricio Catalan, dont on voit que la moitié du corps qui traverse un mur, donc de l'art ancien à l'art contemporain. Il n'y a jamais eu de grande expo sur le cheval dans l'art. Il y a eu des ouvrages, mais pas encore de grande expo, donc on espère qu'on pourra mélanger le sport et la culture.
C'est pas toujours facile, hein, mélanger des exigences parfois un peu snob, parce que la culture, c'est parfois pas toujours folklorique ou populaire, quand on parle d'exposition notamment. Donc j'espère que ça sera aussi un grand succès. Alors ces Jeux Olympiques, en 2024, devraient avoir lieu au fond du Grand Canal, sur le rond de l'Étoile Royale qui a été dessiné par le nôtre et qui a été imité pour les Champs-Élysées, qui ont la même proportion, le même nombre d'avenues. Donc au fond, on reste à Paris quand on sera au fond du Grand Canal. Ça permettra de faire la partie dressage et la partie saut d'obstacles. Mais ce qui est intéressant, c'est que le cross aura lieu dans tout le parc. Donc on va traverser le Grand Canal. On a fait des tests, il y a Guillaume Blanc là-bas, à côté de Deauville, pour faire des pontons flottants, un peu comme chez Churchill à Blenheim, pour qu'on puisse faire passer des chevaux. Alors, on voudrait ne pas mettre de barrières. Aujourd'hui, la FEI veut qu'on garde des barrières latérales pour pas que les chevaux se retrouvent dans le Grand Canal. Mais ça sera formidable à 2 endroits de voir, et il y aura des images, à mon avis, assez inouïes, qui font que si on est la 3e fédération en France, peut-être qu'après, c'est après Top Gun, il y a eu beaucoup de vocations pour être pilote dans l'aéronaval, peut-être qu'après... Après le château de Versailles, on refranchira les 700 000 licenciés pour la fédération et tout le monde y retrouvera son compte, on l'espère. Voilà, je ne vais pas être trop long là-dessus. Juste un tout petit mot sur la relation on dit qu'un animal pas comme les autres. On a beaucoup parlé d'animal de rente, l'agriculture, puis attention à ne pas en faire un animal de compagnie. Mais je voudrais juste dire que le cheval est comme un animal différent des autres. Et je vous invite à parler d'un autre animal et à lire un livre de Marc Alizard, qui est un philosophe français, un livre qui s'appelle Chien. Dans ce livre, il fait une découverte, parce que la mort de son chien l'a un peu traumatisé. Et il dit, sa thèse est simple, il dit que les chiens sont plus proches de l'homme que les singes. C'est faux du point de vue biologique, en termes d'ADN, c'est faux. Mais le chien, puisque ça fait des millions d'années qu'il vit avec l'homme, a changé son comportement. Et le chien, c'est le seul animal, par exemple, qui, quand il voit que votre œil regarde par là, parce qu'il sait faire la différence entre l'iris et le blanc de l'œil, le chien se retourne pour voir ce que vous regardez. Le singe ne le fera jamais. Et ben, je pense que chez le cheval aussi, qui est très habitué à vivre avec l'homme, qui est une espèce d'animal entre la nature et la culture, entre le domestique et le sauvage, or peu importe les classements agricoles enfin, qui sont importants, on en a parlé tout à l'heure, mais je pense que c'est très important de penser que ce cheval, il vit avec nous depuis une éternité, qui nous montre la nature, mais il est aussi un être de culture. Et il faut au fond casser les stéréotypes. Il y a un poème d'Alfred de Vigny qui s'appelle La mort du loup, que vous connaissez tous. Alfred de Vigny rend hommage au loup sauvage qui est libre et humilie le chien soumis. Mais peut-être que celui qui a gagné, ce n'est pas le loup qui, au fond, erre en quête de nourriture toute la journée et peut-être pas libre. La vraie liberté, elle n'est peut-être pas dans le sauvage, et dans celui qui a fait un bon contrat avec l'homme. Et finalement, le chien, dans sa soumission, a peut-être gagné quelque chose. D'ailleurs, les loups, il n'y en a pas beaucoup, les chiens, il y en a toujours beaucoup. Et peut-être inverser ou casser des stéréotypes. Il faut aussi arrêter de lire Aristote, qui a dit que l'agriculture et la culture, c'est ce qui nous détache de l'état de nature. Ça, c'est une vision grecque un peu ancienne. Au contraire, avec le cheval, avec la culture, c'est se rapprocher peut-être de la nature. Si le cheval revient à Versailles, il y aura des preuves sportives, mais j'espère aussi qu'on se réattachera au quotidien du cheval et aux animaux plus proches de nous chaque jour. Et juste pour conclure, je pensais il y a une phrase de Lamartine qui est assez belle, qui dit on n'a pas 2 cœurs, un pour les animaux, un pour les hommes, on a un cœur où on n'en a pas. Voilà, je vous remercie. Oui, je vous avais bien dit qu'on finirait en apothéose. Bon. Ouais. On a quelques minutes pour d'éventuelles questions. Oui, Monsieur Lucas, le père. Ça marche? Ça marche le micro? Oui, c'est bon. Ça n'est pas pour parler de Versailles, ça peut vous surprendre, mais c'est pour vous parler de Pardubice. Parce qu'entre Saumur et Pardubice, il y a une histoire. Parce qu'il y a un Français qui a gagné Pardubice en 1948, montant le cheval Rayon de Lune. Il s'appelait le capitaine Maurice Buret. Il était écuyer du Cadre Noir de Saumur. Il a été après ensuite médaille d'or par équipe aux Jeux Olympiques de Londres. Donc je tenais à informer le public de ceci. Madame la directrice générale adjointe.
Je vous laisse la parole. S'il y a d'autres questions dans la salle, merci François, mais s'il y a d'autres questions. L'Assemblée a... L'Assemblée a faim. On a déjà fait 2 pauses avec plein de petits gâteaux. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas de remords face à de nouvelles questions, je vais remercier tous les participants de cette table ronde qui nous a amené des colorations différentes et une fin poétique et culturelle. Et puis et merci à Jean-Louis. Et puis nous allons passer à la conclusion de cette journée. Alors, c'est Mark Van Tine qui devait assurer la conclusion de la journée, mais vous l'avez compris, il est excusé pour une bonne raison de santé. Donc, je vais appeler Florence Grasse, Paul Kahn, pardon pour Paul, voilà, et Rolly Owers, qui vont donc suppléer et assurer ensemble la conclusion de cette journée. Merci à vous 3. Merci beaucoup. Effectivement, nous sommes chargés en tant que membres d'EHN de conclure cette journée très intéressante, passionnante et poétique, effectivement. Et on voulait, comme on a participé chacun à une table ronde, faire une synthèse très courte de chaque table ronde et ensuite on se permet de faire des demandes parce que la dernière conférence sur le cheval donc par la présidence suédoise en 2009, comme nous l'avons dit au début, elle a fait des demandes et notamment il y a eu un héritage. L'héritage, c'était la création donc du réseau européen du cheval et l'héritage, c'était effectivement la tentative d'agir et de coordonner les actions au niveau européen. Je pense qu'on a bien avancé depuis 2009 et est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à nous engager sur autre chose, sur quelque chose de, encore une fois, une prochaine étape ou quelque chose de concret grâce à la présidence française donc, et grâce à cette conférence. Il faut, je pense, un héritage à chaque conférence. Donc voilà, nous nous permettrons sur la fin de demander des choses concrètes. Donc je donne la parole à Rolly Owers pour la première table ronde et je viendrai pour faire la deuxième. Florence, thank you very much. Merci beaucoup, Florence. J'essaierai d'être le plus concis possible. Je dirais que pendant le premier atelier, il y a eu plusieurs thématiques très similaires qui sont ressorties. Et à mon avis, la pertinence des équidés pour la société d'aujourd'hui est ressortie tout du long de la table ronde. Nous voyons que les chevaux continuent d'endosser un rôle important dans la société. Néanmoins, la grande majorité de la société ne reconnaît pas ce rôle. Et je pense que nous avons une responsabilité, celle de changer la donne. Il y a plusieurs manières pour nous de le faire. Et j'ai été passionnée par ce qui a été dit par Yoran autour de la responsabilité personnelle. Dans la société d'aujourd'hui, c'est facile de dire que c'est au gouvernement, aux régulateurs, aux législateurs de s'en occuper, mais non. Peut-être que l'enseignement que nous pouvons tirer, c'est de comprendre quel est le rôle que nous endossons, nous, et où davantage que dans le bien-être animal et dans le bien-être du cheval. Il y a différentes raisons qui font que nous devons donner la priorité au bien-être équin, que l'on parle des équidés dans l'agriculture, dans le sport, dans la culture ou pour toute autre raison. Pourquoi? Tout d'abord parce que sur le plan déontologique, c'est la bonne chose à faire. Mais je crois que nous avons aussi de très nombreux exemples, et l'agriculture est un excellent exemple, où nous savons qu'un bien-être animal de qualité signifie une productivité de qualité. Donc il y a aussi une incitation
commercial à le faire. Et j'ai été passionnée d'entendre ce qui a été dit par l'europarlementaire, le fait de devoir être fier de ce que nous faisons pour soutenir et développer le bien-être équin. Je crois véritablement que nous devons avancer sur ce point. Mais je dirais qu'il y a aussi de nombreux aspects où nous pouvons en faire bien plus. Et une nouvelle fois, nous devons peut-être réfléchir aux problématiques qui existent et aux problématiques qui constituent de véritables défis pour nous. Alors, pourquoi devons-nous endosser davantage de responsabilités personnelles pour le bien-être équin, ce qui est intrinsèquement lié aussi à la santé, ou plutôt à la question de notre environnement et à notre bonne santé humaine à nous, c'est que nous vivons dans une société en pleine évolution. Et aujourd'hui, dans l'agriculture, mais pas seulement, dans le sport aussi, nous utilisons les chevaux et la société remet de plus en plus en question le fait de savoir si c'est idoine ou pas. Donc nous nous posons la question de savoir si nous faisons ce qu'il faut vis-à-vis des chevaux ou pas. Mais pour ce faire, je crois que nous devons éduquer les gens afin qu'ils sachent que nous nous occupons des chevaux comme il se doit, et nous devons aussi investir dans la recherche. Parce que nous avons agi avec des chevaux, juste parce que nous avons fait une chose d'une certaine manière, c'est l'écuyer du Cadre Noir ce matin qui l'a dit, ce n'est pas parce que nous avons une pratique depuis des années que c'est la bonne pratique. Donc nous devons nous poser les questions à travers les résultats de la recherche, et nous sommes ici au siège de l'IFCE, et donc je pense qu'il nous incombe d'investir dans la recherche afin de garantir l'avenir de nos chevaux, l'avenir de nos équidés, que ce soit dans l'agriculture, dans le sport ou dans la culture. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc la table ronde 2 sur l'intégration sociale, l'emploi, la formation. Je pense qu'on a vu justement lors de cette table ronde des mesures concrètes qui ont été engagés par le Réseau européen du cheval, le Sénat, l'Assemblée nationale et l'IFCE avec Equiresources, et également au niveau des acteurs locaux. Donc ces actions concrètes ont montré qu'il y avait une volonté, une coordination pour justement la promotion de cette filière et son impact très important sur l'emploi, le développement rural justement, et ces emplois qui sont non délocalisables, qui sont dans le domaine du tourisme qui commence à s'accroître de manière très importante. Donc les actions concrètes. Alors les actions concrètes en se coordonnant avec les politiques, c'est quelque chose de très important. Donc des groupes cheval effectivement dans les institutions, des représentants du cheval et de l'environnement dans les structures locales. Tout ça fait avancer des projets vraiment très concrets. Et Equiresources a montré effectivement, c'est très impressionnant, sur un certain nombre d'années, que cet emploi était là, mais il n'était pas simple à valoriser, et pourtant il suffisait de mobiliser effectivement 3 personnes au départ pour envisager une intégration sociale importante et promouvoir ces emplois. Donc cette table ronde a montré que la coordination était essentielle et que des actions concrètes pouvaient être menées à terme et favoriser la filière. Alors, je ne vais pas identifier les enseignements de la toute dernière table ronde parce qu'on vient de l'entendre. Mais ce qui est ressorti, on ne peut plus clairement des 3 tables rondes que nous avons entendues aujourd'hui, c'est qu'il y a une approche multifacette unique dans l'interaction entre l'être humain et le cheval. Je crois que cette conférence, elle n'aurait pas pu avoir lieu en parlant d'un autre animal que le cheval. Mais le fait même qu'il y ait tant de facettes et tant d'individus, pour tant d'individus différents, fait que c'est vraiment difficile finalement de catégoriser les choses. Et donc je crois que cela
facilite aussi la vie aux législateurs parce que finalement, ils peuvent juste laisser de côté le cheval, ne pas trop le prendre en compte et traiter le cheval comme une pensée secondaire. Nous voyons que le cheval présente toutes les facettes, les atouts nécessaires pour être traité de manière équitée par les représentants publics. Il y a la question verte, il y a la contribution à l'agriculture, les emplois qui sont créés dans l'environnement rural, mais pas seulement. Il y a également le rôle que peut jouer le cheval dans la thérapie, dans le sport, dans la culture. Donc il y a tous ces atouts, mais malgré tout, le cheval a tendance à être marginalisé dans la législation. Et nous estimons qu'une des manières de résoudre le problème, comme Florence l'a dit plus tôt, c'est en ayant des données de meilleure qualité, des données objectives. Et il y a une chose que nous appelons de nos voeux, et nous lançons un appel d'ailleurs, c'est peut-être d'avoir une étude Eurostat sur le secteur du cheval. Je crois que ça, ce serait un très bon enseignement et un message que je souhaite diffuser ici aujourd'hui. Et puis, nous constatons qu'il y a un manque de profilage autour du cheval, ou en tout cas aux yeux, il y a un manque d'importance plutôt du cheval aux yeux du législateur, et donc le European Horse Network, le EHN, continue de se préserver des répercussions non attendues de la législation. Nous avons parfois des lois qui sont tout à fait raisonnables pour d'autres animaux de l'agriculture, mais qui ne sont absolument pas idoines et pertinentes pour le cheval. Donc je vous invite instamment à reconnaître les spécificités du cheval, et puis gardons à l'esprit aussi qu'il y a des lois qui pourraient être tout à fait idoines pour certains chevaux dans certaines situations, par exemple eu égard au transport vers les abattoirs. Eh bien ces lois peuvent être complètement inappropriées pour d'autres chevaux dans d'autres situations, par exemple les chevaux qui font des compétitions au plus haut niveau ou qui participent à des courses hippiques. Donc une nouvelle fois, il y a des diversités intra-espèces chez cet animal absolument extraordinaire qu'est le cheval. Merci beaucoup.